Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyse sur les faits de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des hommes de médias, des chroniqueurs, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons sur les faits saillants de cette actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, au plan national, on va parler politique avec la démission de Luc Adolphe Thiaw du CDP, du Congrès pour la démocratie, du Congrès CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, bien sûr. Il a donc démissionné comme bien d'autres avant lui. Nous allons analyser cette sortie. Et puis, second sujet, on parlera donc du prochain congrès extraordinaire du MPP. Il est dit qu'il y aura un renouvellement de la direction politique, donc des questions se posent. On va également nous les poser ici et essayer donc d'en débattre. Et puis, troisième sujet, il sera question de l'AN6, du coup d'État manqué qui attend donc le procès en appel, bien sûr. Et puis, en international, ce sera deux sujets, la Guinée, pour la situation en Guinée, et aussi le Mali. Avec cette affaire de mercenaires, nous allons donc en parler avec mes invités. Ici, sur ce plateau, à ma droite, Maître Kilem Apollinaire de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche international de stratégie. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, Évariste Faustin Concebo. Il est donc chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Également, premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste. Et puis, Mamadou Ali Compaoré, donc il est journaliste et enseignant à l'ISTIC. Merci, Ali, d'être là. Et puis, enfin, dernier invité, Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre. Merci à tous d'être sur ce plateau. Merci. Et puis, donc, on ouvre les débats avec cette, on va dire comme ça, cette saignée au niveau du CDP. On a vu partir quand même des poids lourds, on va dire comme ça. Alfred Sanou à Bobo, Jérôme Bougma, Boubacar Bouda, et puis aujourd'hui Luc Adolphe Thiaw. Qu'est-ce qui ne va pas au CDP? Ali? Mais qu'est-ce qui ne va pas au CDP? C'est assez évident. Mais tout va bien. Non, tout ne va pas bien au CDP, mais c'est assez évident de savoir ce qui ne va pas. Ils ont perdu le pouvoir dans des conditions assez catastrophiques. Et depuis, les tentatives pour ressortir de la tête de l'eau sont assez difficiles. On a vu une certaine scission avec le mouvement, le parti Agir Ensemble, avec Cadre et Désiré Ouedraogo. Et donc, je pense que quand ils font les analyses, ils ne voient pas la perspective de retourner, de revenir au plus rapide, au plus vite au pouvoir. Et puis ensuite, il faut ajouter que ceux qui s'en vont aussi sont des gens aussi qui sont un peu usés par l'âge. Hein. C'est des gens qui sont au CDP depuis longtemps et une poussée un peu d'une frange un peu jeune qui est arrivée avec Edi Komboigo, qui n'arrive pas, lui, à faire la jonction entre une certaine arrière-garde et puis des jeunes qui arrivent. Donc, je pense que l'un dans l'autre, le président Compaoré en exil, en difficulté en exil, ne peut pas, bien que président d'honneur, ne peut pas intervenir de façon directe, ou bien quand il intervient, et ces lettres sont interprétées différemment. Tantôt, c'est l'authenticité des lettres qui sont mises en cause. Donc, il y a beaucoup de gros problèmes dans ce parti. Et puis, bien entendu, il y a d'autres aussi qui sont fatigués et qui veulent refaire autre chose. Il y a d'autres qui veulent repartir vers d'autres partis. C'est le cas de Jérôme Bougma qui a rejoint le MPP. Bon, Luc Thiaw n'a pas encore dit où il va, mais il se suis sûr que probablement lui aussi va aller ailleurs. Donc, c'est un parti assez, bien que chef de file de l'opposition, c'est un parti assez mal en point, qui cherche encore ses repères depuis 2014, il n'arrive pas à trouver. Je crois que c'est ce qu'il faut. Justement, quand on regarde, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de gestion, management du parti, après tout ce qu'on sait? Est-ce que, ou bien ce sont des ambitions personnelles qui sont... Mais les deux sont liés, parce que quand on écoute les gens les uns et les autres, il y a un problème de management du parti que les gens dénoncent, certaines personnalités dénoncent. Et puis, il y a la question du leader lui-même, Edi Komboigo, dont la légitimité, en dépit de beaucoup de choses, il a été élu à la tête du parti. Je pense que depuis que le parti existe, c'est lui qui est élu 2 fois. Il est arrivé deuxième chef de file de l'opposition, mais il a encore du mal à s'imposer à la tête des troupes parce qu'il y a une frange quand même assez importante ou plus ou moins importante qui pense qu'il n'est pas la personne indiquée pour diriger le parti. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble font que c'est un parti qui est toujours à la recherche d'un leadership fort pour fédérer toutes les énergies. Je vous ai bien dit que le président Compaoré est en exil,
il ne peut pas faire grand-chose. François Compaoré fait face à la justice, il ne peut pas faire grand-chose. Assimi Kwanda, qui était l'une des personnalités écoutées, malheureusement est décédé. Bon, il reste sur le terrain des gens qui ont pris chacun une position ou une autre. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour faire la médiation pour que ce parti puisse se retrouver. Je crois que c'est ce qui fait que chacun se cherche aujourd'hui pour parler de façon vulgaire. Alors, Maître Kelem, votre analyse sur cette saignée au CDP, Luc Adolphe Thiaw, ancien Premier ministre, il fut même candidat aux législatives dernières, et on le savait aussi très proche d'Edi Komboigo. Il a même aidé Edi Komboigo à prendre en main le parti et à pouvoir se dresser contre souvent les vents contraires et tout, aujourd'hui qui s'en va. Oui, pour moi c'est la première vraie démission au CDP. Pourquoi je dis ça? Parce que Luc Adolphe Thiaw était de l'UCB. C'est-à-dire, vous savez que sous la Révolution... C'est pas GCB? Non. Vous savez, sous la Révolution, il y avait 4 groupuscules qui noyautaient là. Vous aviez l'ULCR de Valère Sommet et ses amis. Vous aviez l'UCB de Pierre Ouedraogo avec les Oumarou Clément Ouedraogo, les Ouattamou Lamien, etc., les Luc Adolphe Thiaw. Vous avez le GCB avec les Salif Diallo et consorts. Et enfin, vous aviez l'ULC La Flamme. l'ULCR. L'ULC, oui, l'ULC La Flamme. L'ULC La Flamme que Kader Cissé et Simon Compaoré avaient créé en février 87. Voilà les groupes qui noyautaient. Je voulais le GCB, non? J'ai cité le GCB. Oui, le GCB. Voilà. Et si vous avez remarqué, seul l'UCB est resté fidèle à Blaise Compaoré jusqu'à sa chute. Est-ce que vous avez vu? Parmi les groupuscules qui noyautaient au sein du CNR, là, seul l'UCB est resté fidèle à Blaise Compaoré jusqu'à la chute de Blaise Compaoré. Les Roch Kaboré étaient de l'ULC, Simon Compaoré était de l'ULC, après ils ont créé l'ULC La Flamme, Salif Diallo était du GCB, voyez, mais les militants de l'UCB jusque-là étaient restés fidèles à Blaise Compaoré, parce que moralement, ils étaient liés. Et Luc Adolphe Thiaw, pour moi, est parmi le premier cercle qui a été avec Blaise Compaoré et qui ont fomenté le coup d'État du 15 octobre 1987 et qui démissionne. Et moi, je pense qu'il ne peut pas avoir démissionné sans l'avis de Blaise Compaoré. Bon, le neveu de Blaise Compaoré, ici présent, Ali Compaoré, pourra donner plus d'informations, puisqu'ils géraient leur parti en famille. Donc, moi, je pense que Luc Adolphe Thiaw, vous avez même dit, puisque Ali Compaoré a même dit qu'il a aidé Edi Komboigo à prendre le pouvoir. C'était toujours dans la perspective de la fidélité vis-à-vis de Blaise Compaoré et des engagements antérieurs. Et donc, moi, je pense que s'il en vient à démissionner, d'abord, premièrement, Blaise Compaoré a dû être informé. Parce que dans un parti, il y a 3 choses qui vous amènent dans un parti. Il y a le côté moral, il y a le côté économique, et il y a le côté stratégie. Et le côté moral a lié beaucoup de gens. Même les Gabriel Tamini étaient de l'UCB. Donc, le côté moral lie beaucoup de gens. Et je pense que ce problème-là a été un frein contre le départ de beaucoup de gens jusqu'à maintenant. Et si Luc Adolphe Thiaw a franchi le pas, ça veut dire que vraiment il y a un problème. Et dès le départ, j'ai bien dit ici qu'Edi Komboigo n'était pas légitime. Vous savez, dans un parti, Edi Komboigo, il a pris la place la tête du CDP parce qu'il a l'argent. Ça, il faut être clair. C'est lui qui a l'argent pour faire face aux dépenses. Le Blaise Compaoré n'étant plus là, François Compaoré non plus étant empêché. Bon, mais ça ne suffit pas. Mais il a été élu quand même. Oui, mais je vous dis... Pas 2 fois. Oui, en 2015, il y a eu d'abord une scission. Élu, et puis après, en 2000, il y a eu d'abord une scission avec les Badini qui sont partis. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, il y avait le groupe des gens de l'UCB qui étaient là par fidélité à Blaise Compaoré. Je vous ai expliqué ça. D'accord. Donc, ils ne voulaient pas quitter le parti parce que, moralement, ils se sentaient un devoir de rester fidèles à Blaise Compaoré et à son parti. Donc, tous ces gens-là ont soutenu, comme Ali Compaoré l'a bien précisé, ont aidé Edi Komboigo à prendre le pouvoir, parce que c'est le parti du père géniteur. Est-ce que vous avez vu? Donc, maintenant, si Luc Adolphe Thiaw en vient à quitter le parti, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lassitude qui se ressent. Voilà. Sinon, il n'aurait pas franchi ce pas-là. Ayant été le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, ayant édité un ouvrage sur Blaise Compaoré qui n'a pas pu paraître à cause de l'insurrection populaire, ça veut dire à quel point il était proche du président Compaoré. Donc, moi, je pense que cela traduit... Alors, mais quelles pourraient donc les suites par rapport
à la trajectoire de Luc Adolphe Thiaw. On a vu que Jérôme Bougma est parti au MPP. Oui. Thiaw, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Après, Sanou est allé au MPP. Boubacar Sanou n'a pas encore donné sa destination. Mais quand on regarde aussi, c'est des personnes concernées par des poursuites judiciaires. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une tentative peut-être de se trouver un refuge? C'est possible, mais ce n'est pas évident. Vous savez, le Premier ministre Dabiré était du CDP, mais il était en même temps en bon terme avec les gars du MPP. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du MPP qu'on est en mauvais terme nécessairement avec les MPP et avec les gens du pouvoir. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont du CDP, qui sont en meilleur terme avec les dirigeants du MPP que des militants du MPP au sein du MPP même. Vous avez. Donc, ce n'est pas nécessairement... Moi, je pense que si Luc Adolphe Thiaw est parti, c'est un signal. Et je crois que ça peut être interprété. Il a eu tout ce qu'il pouvait avoir en politique. Sauf qu'il n'a pas été président du FASO. Voilà, il a été président du Conseil supérieur de la communication, il a été ambassadeur à Paris, qui est l'une des plus grandes ambassades du Burkina Faso à l'étranger. Il a été Premier ministre. Vous voulez quoi de plus? Il peut chercher à se reposer tranquillement. Parce que politiquement, il sait qu'il ne peut plus avoir ce qu'il a déjà eu. Voilà. Donc peut-être qu'il cherche pas à se reposer, ou bien peut-être que, il estime que moralement, il n'est plus à sa place au sein du CDP, vu ce qui se passe. Et comme Ali nous a bien décrit, lui qui connaît très bien le système. D'accord, merci. Inoussa Ouedraogo, quel commentaire également quand on regarde ça? Ali a dit qu'il y a un malaise, Maître aussi également, pas de question de reposition, de reconfiguration de la scène politique, mais aussi au CDP, qui est quand même le parti leader à l'opposition. Ça paraît un peu bizarre quand même, non? Non, je pense Est-ce que c'est l'opposition qui fait fuir les gens? On aimerait être plutôt soit ailleurs ou soit carrément du côté du pouvoir que d'être à l'opposition. C'est vrai qu'il est difficile d'être à l'opposition, mais si c'était le cas depuis 2014, date à laquelle le Premier ministre Thiaw et ses camarades ont perdu le pouvoir, il aurait quitté. Et pourquoi il a fallu attendre jusqu'à 7 ans pour démissionner, je ne sais pas. Seul Luc Adolphe Thiaw peut donner les véritables raisons de son départ du CDP. L'adhésion à un parti est libre et personnelle. La démission aussi dans un parti aussi est libre et personnelle. Donc, Adolphe Thiaw seul peut dire pourquoi il est parti. Et c'est une décision personnelle. Nous respectons cette décision-là. Deuxièmement, je pense aussi que le moment de la démission fait qu'on peut dire à la limite que c'est un non-sens. Luc Adolphe Thiaw aurait démissionné juste avant octobre 2014, qu'on aurait compris ou analysé sérieusement les raisons qui l'ont fait partir, parce qu'on a vu certains de ses camarades qui sont partis. Il ne l'a pas fait en ce moment-là. Il le fait à un moment où lui-même est affaibli, où il n'y a pas de véritable enjeu au regard aussi de son âge, mais surtout il démissionne à un moment où lui-même a échoué à se faire réélire dans sa propre région, dans sa propre localité comme député. Donc quand on met l'échec, la décision personnelle et cette démission qui arrive en retard au moment où il ne pèse plus lourd sérieusement, en dehors du fait qu'il a été effectivement Premier ministre, président d'institution et ambassadeur, pour moi, c'est une décision aussi effectivement qui montre certes qu'au niveau du CDP, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais véritablement, pour moi, c'est un non-événement. D'accord. Évariste Concebo, cette démission, quand on regarde un peu, il y a comme une sorte de captation par le MPP des anciens camarades d'hier. Attendez, parce que rien ne dit que M. Thiaw va déchoir au MPP, mais c'est vrai que pourquoi avoir attendu 7 ans? Moi, je pense que le contexte ne leur permettait pas, même s'ils avaient voulu démissionner. N'oubliez pas quand même que l'insurrection a marqué les esprits. Et il fallait quand même qu'ils observent beaucoup de réserves et de retenues surtout.
Disons que le moment n'était pas favorable, peut-être pour une démission. Maintenant, par rapport au motif, je ne crois pas tellement que c'est lié à la mauvaise gestion de CDP, pas du tout. Parce que c'est vrai que les deux, lui et puis d'ailleurs, je pense que le prochain, ou du moins, le prochain poids lourd qui pourrait peut-être, c'est M. Maurice Melengue, mais attendons de voir. Les deux, lui et puis Thiao, ont quand même soutenu fermement M. Edi Kombero, il n'y a pas longtemps, ça ne date pas. Maintenant qu'ils viennent remettre en cause, maintenant, c'est la démission. C'est vrai qu'il faut relativiser aussi le fait que M. Thiao n'ait pas été élu dans sa province, le Sangué, parce que il mobilise quand même. Quand on regarde les scores, quand même, il avait quand même Idren, parce que quand même, il a été Premier ministre, comme vous dites, et il a quand même beaucoup de monde derrière lui dans sa zone. Donc il mobilise de ce point de vue. Peut-être dans d'autres circonstances, les vents pourraient peut-être lui être favorables. Je ne crois pas du tout que ce soit la gestion donc, du MPP, du CDP, ni la fidélité, non. Vous savez, tous ces gens, parce qu'en fait, ils sont depuis 1984 dans les coulisses du pouvoir. Alors, cette année de trucs d'opposition, c'est difficile. On ne fait pas la politique en Afrique, au Burkina ou ailleurs ici, pour des convictions. C'est des intérêts d'abord. Et en plus, il y a l'âge. Ils ne sont pas à un âge où on peut rêver, partager ce qu'on a. Non, c'est du concret. C'est un âge où on veut le concret. Et le concret, il faut toujours être à côté du pouvoir. Ça, c'est clair. Donc, je pense que c'est des intérêts combinés qui font que... Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Hein. Nous, on avait peut-être prévu ça, que M. Edi allait traverser le désert. Parce qu'il y a certains militants d'un certain âge qui, eux, n'ont plus le temps d'attendre. Et ces gens vont migrer vers le pouvoir, certainement, pour défendre leurs intérêts. Et ça, c'est logique. Ah, donc, c'est une question simplement d'intérêt, d'ambition, mais non pas de management du CDP. Pas du tout, je ne crois pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est mon analyse. Je voulais ajouter quand même que l'arrivée de Kadri Désiré Ouedraogo dans l'arène politique au niveau du CDP a été aussi une cause. Vous avez vu qu'il y a une certaine scission. Certains ont penché vers Edi Komoïgo, d'autres vers Kadri Désiré Ouedraogo. Mais quand vous les écoutez dans les coulisses, vous voyez que certains qui sont restés avec Edi Komoïgo reprochent à M. Kadri Désiré Ouedraogo un certain comportement qui fait que, bon, ils pensent que l'aura de ce monsieur va essayer de brimer un peu. Et donc, ils ont beaucoup penché vers Edi Komoïgo. Et puis ensuite, ils se disent, bon, dans les coulisses, ils se sont sûrs que, bon, Edi Komoïgo, bien que président du CDP, ne fait qu'à sa tête. C'est ce qu'ils disent entre les quatre murs. Ils ne le disent pas de façon officielle, mais entre les quatre murs. Edi Komoïgo n'écoute pas, il fait à sa guise, à tout le monde a dit de faire ceci, il n'a pas fait ceci. Bon, donc vous savez, quand les gens, c'est comme un couple qui se déchire, chacun sort des arguments plus ou moins fallacieux pour s'en sortir, mais ce qui est certain, il y a un malaise, les gens n'ont plus la perspective de se retrouver une place au soleil avec le CDP, s'éloignent pour eux. Bon, ils veulent se refaire une autre virginité ailleurs, soit en se reposant, ou bien partir dans un autre parti, ou bien tout simplement... Alors, voilà. Il y a des noms qui circulent. Évariste a lâché un nom, Maurice Traoré, il y a par exemple des noms comme Topin. Oui, on parle tout ça Topin, des noms comme Gillette Boncourt. Voilà, tous sont la vieille garde. Ça voudrait dire que c'est une crise peut-être en filigrane de génération, générationnelle au CDP. Vous ne faites que confirmer ce que j'ai dit. Dès les premiers instants que Edi Komoïgo était pressenti pour prendre la tête, j'ai dit il n'est pas légitime. Ouais, tout le monde a parlé de ça ici. C'est évident. Il a l'argent, c'est vrai. Mais il y a des gens, même si vous avez l'argent, même si le parti marche bien, si vous n'avez pas la légitimité, ils se voient mal militants à vos côtés. Et tous ceux que vous avez cités là, ce sont des gens qui ont construit le CDP depuis ses bases. Donc, ils ne comprennent pas qu'on vienne leur souffler un truc comme ça. Et d'autant plus que, sans vous mentir, Edi Komoïgo, c'est vrai qu'il s'améliore, mais il n'a pas l'envergure politique nécessaire par rapport à ces poids lourds du CDP. Donc, tout ça, ça fait des frustrations. Mais il apprend aussi. Eux aussi, ils ont appris à un moment donné avant. Oui, mais ils ont appris, mais pas à la tête du CDP, pas à la tête du parti. Il y avait Blaise Compaoré qui était là, avec son système qui était là. Et ils ont appris, et son système militaro-politique. Ah ouais. Alors, moi, ce qui fait que je ne crois pas à la thèse là, de la mauvaise gestion, c'est qu'ils vont justement, du moins ceux qui ont quitté, que ce soit le docteur Alfred Sanou ou Jérôme Bougouma, ils vont aller dans les bras des adversaires en fait du truc de M. Blaise Compaoré. Si tel aurait été le cas, peut-être que s'il y avait eu une autre formation, pour reprendre les idéaux de M. Blaise Compaoré, moi j'aurais cru, mais là ils vont carrément. Pour le moment, pour M. Thiao, on ne peut rien dire. Alors moi je vais vous poser la question.
qu'est-ce qui explique qu'au CDP et au MPP, c'est aussi facilement que ces personnes ils viennent? Parce qu'en 2014, on sait quand même que c'était la guerre des frères, ce sont les frères ennemis. Mais comment ça s'est fait facilement on retourne facilement au MPP ou que le MPP accepte ces personnes? C'est la perspective de 2025. Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Il faut aussi accepter et comprendre que le MPP, c'est une rupture, une scission du CDP. Si vous regardez tous ces groupes dont Maître de Tambela a si bien fait l'historique, c'est des groupes marxistes-léninistes à la base. Et chez eux, quand ça ne va pas, si vous êtes majoritaire, vous expulsez les minoritaires. Si vous êtes minoritaire, vous faites une scission. Donc, au sein, quand la question de l'article 37 arrive, ils sont minoritaires, ils font une scission. Malheureusement, c'est des minoritaires qui vont gagner le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont restés au CDP ont gardé une dent contre ceux qui sont partis au MPP ou ceux qui sont au MPP. Donc, finalement, c'est un truc de vase communicant. Oui, mais qu'est-ce que ça nous donne en termes de lecture si on projette sur 2025? Est-ce que ça voudrait dire que le MPP va aller... Si on se projette en 2025, et là on fait un peu de charlatanisme peut-être, si on se projette en 2025, il se pourrait qu'à un moment donné, l'un des partis là avale l'autre parti. Alors, est-ce qu'on est en train d'aller vers... Ça peut arriver d'un moment. Pour être un peu plus précis, est-ce qu'on est en train de faire une sorte de RHDP en Côte d'Ivoire d'ici? C'est possible. Écoutez, vous-même dans votre ouvrage sur le concilier ou périr, vous avez expliqué la nomination d'Abélé comme Premier ministre. À savoir que tout en étant du CDP, il n'était pas en mauvais terme avec les gars du MPP. Il a gardé ses rapports avec Roch Kaboré. C'est pas ce que vous avez écrit. Et vous avez dit, n'est-ce pas, qu'il a contribué à lisser les positions entre Kaboré et Blaise Compaoré. C'est pas ça? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Lui, Christophe Marie Dabiré, étant Premier ministre, un ancien du CDP, lui peut être un système vaste communicant pour faciliter la traversée du CDP vers les MPP. Lui-même étant venu du CDP et étant pratiquement au MPP maintenant, même si je n'ai pas appris qu'il a adhéré au parti, il peut contribuer à ramener ses anciens copains au sein du MPP. Et ça aurait été un des objectifs atteints pour la réconciliation et pour Roch Kaboré. Et la conservation aussi du pouvoir. Sans oublier que ce que vous dites là, c'est d'anciens copains. Maintenant, dans la furie de l'action de 2014, bon, les rancunes étaient là, tout. Mais le temps passant, chacun revoit à peu près ce qui a été fait ensemble et chacun revoit les mérites et les défauts de l'autre et ce qu'ils peuvent gagner à être ensemble. Et puis je voudrais ajouter une chose. Pour terminer, bon, il y a la question centrale aussi de Blaise Compaoré qui est posée là. Donc je pense que eux tous, ils sont à la recherche de la meilleure voie, la meilleure solution pour que le président Compaoré rentre au Burkina Faso. Et quelle est la meilleure voie? Parce que vous savez, il y a des discussions, il y a des gens qui disent que... C'est le compromis. Le compromis salvateur. Voilà. Donc tout ça, ça fait que les gens sont en train de mettre beaucoup d'eau dans leur vin pour que le retour puisse se faire dans une situation assez calme, pour que le pays ne se retrouve pas encore dans les mêmes divisions. Alors, Inoussa Ouedraogo, on se retrouve entre anciens camarades, 10 ans de guerre, et puis après on se retrouve encore. Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se mettre en place? C'est ce à quoi on va assister d'ici 2025, de revoir le CDP, en tout cas l'ancienne garde ou le canal historique du CDP se retrouver en majorité au MPP. Ce qui est évident, c'est que le MPP vient du CDP. Ça, c'est clair. Et du point de vue idéologique, je constate aussi que le MPP est resté social-démocrate, tout comme le CDP. Il n'y a pas de contradiction majeure, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre eux. Dans la gestion même du pouvoir, il n'y a véritablement pas de différence. En dehors du fait qu'il y avait un appui militaire dans le pouvoir du CDP, c'était militaro-politique et qu'on a essayé tant bien que mal de démilitariser le pouvoir MPP. Sinon, dans la gestion au quotidien du pouvoir d'État, il n'y a pas une différence fondamentale entre la gestion du CDP et la gestion actuelle. De ce point de vue, ce n'est pas surprenant que les anciens copains... Donc on n'a pas à s'étonner qu'il y ait des allées et venues, quoi. Non, c'est naturel. D'accord, merci.
on va parler du MPP, parce qu'on a quitté le CDP, on va parler du MPP maintenant, qui est en congrès extraordinaire. Ce qu'on note, c'est que, selon ce que M. Simon Compaoré a eu à dire récemment, il a dit qu'à l'issue de ce congrès, nous allons mettre en place une nouvelle direction politique du MPP et nous aurons à faire un toilettage des textes fondamentaux de notre parti, les statuts, les règlements intérieurs, le programme et le manifeste du parti. Voilà, donc je crois que la question aujourd'hui, c'est congrès extraordinaire du MPP. Dès qu'on parle de renouveler la direction du parti, on pense tout de suite à la présidence qui va présider le MPP à partir de maintenant. Et puis du coup, on pense aussi à 2025. Le président Kaboré a son deuxième et dernier mandat au terme de la Constitution. Ça veut dire que ce congrès est assez essentiel par rapport à l'avenir du MPP. Inoussa. Oui, c'est un congrès essentiel, comme tous les autres d'ailleurs. Mais si, effectivement, le sens de ce congrès, c'est déjà de commencer à parler de la succession de Roch Kaboré, c'est que le MPP monte par là, effectivement, comme on l'a toujours dit depuis le départ, que c'est un parti électoraliste. Ils ont défendu l'idée, pour la plupart de ceux qui ont pris la parole ces derniers temps, ont défendu l'idée de la succession. Ils ne parlent pas de la succession, il s'agit d'un congrès statutaire normal comme on le fait. Mais il reste que l'ambiance, dans l'analyse, dans l'opinion, il peut s'agir aussi de placer déjà la machine par rapport à... Non, pour moi, c'est trop tôt. S'ils le font dès maintenant, bon, c'est eux des politiques, hein, nous on ne fait qu'observer, mais le risque c'est qu'effectivement on soit là à se battre pour 2025 en entendant les Burkinabés sont en train de périr. Or, le plus important à mon sens, c'est de faire en sorte que le parti se positionne comme une véritable avant-garde, qu'il donne la direction et la vision à suivre à l'exécutif et qu'il conscientise et éduque ses militants de sorte à ce qu'ils puissent aider la direction exécutive à pouvoir mettre en œuvre les politiques définies par le président Kaboré. Pour moi, c'est le plus important. Mais si on reste dans des querelles de leadership, comme il semble le démontrer, il va de soi qu'on comprenne la situation actuelle du Burkina, où le parti qui dirige a du mal à poser les véritables problèmes, à donner la direction à suivre et à faire en sorte que ces militants puissent l'appuyer dans tous les compartiments de la vie de la nation pour que le Burkina sorte de sa situation. Concernant même lecture, est-ce que même si les membres du MPP, les leaders du MPP disent qu'il ne s'agit pas de venir parler donc de la succession, mais il reste quand même que si on doit renouveler la direction du parti, cela va avoir forcément une couleur de 2025. Parce que si le président du parti change ou ne change pas, dans tous les cas, celui qui sort président de ce parti est peut-être en pole posture pour être investi candidat. Écoutez, on ergote autour des mots, parce que quand on voit le thème poursuivre le renforcement du MPP dans le Burkina Faso résilient, réconcilié, résilient et prospère, bon, ça dit tout, hein. Donc, c'est vrai, c'est le fort des partis électoralistes, c'est un parti électoraliste, ça ne fait même pas de doute. Maintenant, ce qui me choque, c'est que c'est dans un contexte où les Burkinabés sont éprouvés, ne trouvent rien d'autre, parce qu'à combien, encore 3 ou 4 années de la fin du mandat, d'engager. Bon, c'est tout comme, hein, on ne va pas dire que c'est la succession. Le mot est très fort, mais quand on parle de renouveler, on verra bien sûr la configuration, hein, renouveler la direction, parce que je pense que lors même de la session extraordinaire du bureau politique du MPP qui a eu lieu le 12 juin, M. Simon Compaoré a dit que des décisions importantes allaient sortir, découler de ce congrès extraordinaire, et donc il invitait les militants à sortir massivement, de sorte que quelqu'un ne vienne pas dire qu'il n'était pas au courant de cette décision. Ça dit tout. Alors, voilà. Mais il n'y a pas que ça, parce que quand on suit un peu l'opinion, il s'est dit qu'il y a plusieurs candidats à la présidentielle. Écoutez, 2025, au niveau du parti au pouvoir, écoutez, quand même, il y a des noms qui circulent, il y a des personnalités qui sont déjà citées. Une certaine opinion non avisée peut se laisser parfois emporter dans ce courant, mais nous, vous et moi, savons très bien qu'il y a eu trois ténors historiques qui ont été à la base, à l'origine donc de l'implantation du MPP. Malheureusement, par la volonté de Dieu, il y a un qui n'est plus parmi nous. Et
heureusement, ou l'autre, il y a celui qui est là, empilé pour le dernier mandat, donc il reste M. Simon Compaoré, qui, je pense, est dans un rôle légitime de se voir président du FASO. Mais il y a des noms aussi qu'on cite, par exemple. C'est des outsiders, ça c'est des outsiders. Bon, je veux bien y croire, mais bon. Il y a des noms qu'on cite, il n'y a pas bon, oui, on peut toujours, même moi, même vous, on peut citer, mais on connaît les réalités. Ce qui est certain, c'est un congrès qui est très attendu. Ce ne sera pas le dernier congrès avant les élections présidentielles, il me semble, parce que c'est tous les 2 ans. M. Kaboré est à sa première année de son second mandat. J'évite de dire dernier mandat parce que quand on regarde l'histoire... Mais sur le plan de la Constitution, c'est le dernier mandat, on ne va pas tourner autour des choses. J'évite de dire le dernier mandat pour ne pas que M. de Tambela me traite de mauvais analyste dans quelques semaines. Bon, donc il est à son 2e mandat. Mais le président du FASO l'a dit, pour qu'on soit plus courageux. Non, c'est pas le courage. Le président du FASO l'a dit lors de son premier discours en fin d'année, en début d'année. Il a dit qu'il est à son 2e et dernier mandat. Il a dit lui, et la Constitution aussi. Alpha Condé même l'a dit. Hein. Bon, donc c'est pour vous dire tout simplement, bon, pour être plus sérieux, c'est un congrès qui s'était, mais il y aura un autre congrès avant les élections présidentielles. Je crois que pour ce congrès, les gens sont en train de se positionner. Vous avez donné des noms de Simon Compaoré qui a dirigé le parti, c'est l'un des fondateurs du MPP. Et Roch Kaboré est président actuellement. Salif Diallo, lui, par malheur, est décédé bien avant, aux premières heures même de la gouvernance MPP. Donc il reste le 3e personnage historique de ce parti, qui est Simon Compaoré, que tout le monde verrait, ou tout le monde voit, ou bien tout le monde pressent comme pourrait remplacer le président Kaboré en cas de cas. Mais il se trouve qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas une position déjà toute faite où on se dit après lui là c'est moi. C'est en politique, ça n'existe pas. C'est des combats, c'est tout. Donc on signale Bala Sakandé qui lui aussi affûte ses armes, qui veut, fort de son brillant parcours à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme puisse occuper le perchoir de l'Assemblée nationale avec autant de brio. Mais il a montré qu'il avait la capacité de le faire. Donc lui aussi, il réunit son petit monde pour tenter aussi de se positionner comme candidat. Et puis il ne faut pas oublier que ce parti aussi est traversé par ces mêmes querelles de génération, où on se dit, bon, c'est les anciens, ils ont bien travaillé, mais il est temps pour eux aussi d'aller à la retraite. Donc ce combat est là. Bon, on parle aussi de M. Éric Bourgman, qui serait lui dans les starting blocks, qui est très jeune également, dynamique, qui bouscule. Bon, on parle de lui aussi comme quelqu'un qui pourrait également essayer de jouer sa carte. Ceci étant, c'est un congrès qui... Et c'est pas tout, la liste est longue. La liste est longue, je prends les plus emblématiques, puisqu'on parle de Clément Ouedraogo, Clément Savadogo, d'accord. Bachir Ismaël, ça va. Et la liste est très longue. La liste est très longue, je parle des plus emblématiques. Et puis à côté de ça, il y a d'autres partis politiques qui viennent gonfler les rangs tout à fait, on en parlera du MPP. Donc peut-être que parmi tous ces gens aussi, il y a des promesses, il y a ceci, cela. Donc, vous savez, dans les partis politiques, on ne peut que ergoter, pour reprendre le mot de Faustin, mais il faut toujours attendre parce qu'il y a toujours un larron qui va sortir de quelque part pour une raison ou une autre et qui va rafler la mise. On ne s'attendait pas à ce que le MPP prenne le pouvoir 8 mois après sa création. Bon, c'est arrivé. D'accord. Voilà. Donc, attendons de voir, mais disons que ce n'est pas un congrès qui va être très facile parce qu'il va falloir renouveler, il va falloir placer les hommes en vue de ce qu'on veut. Si Simon est reconduit président, il est évident que certains postes clés vont revenir à ses fidèles lieutenants pour préparer soit lui ou soit la personne qui aurait ses faveurs pour être le successeur. Maître, oui. MPP en congrès, pour certains, c'est un congrès quand même assez époustouflant, ça pourrait être. Il y a comme du suspense dans l'air parce que 2025, bien que ce soit 4 années après, c'est aussi à côté, politiquement parlant. Non, il faut dire qu'un congrès extraordinaire, c'est généralement pratiquement pour le renouvellement du bureau. C'est ça. Sinon, c'est des congrès ordinaires. Et un congrès extraordinaire se tient à n'importe quel moment. Donc, il peut y avoir d'autres congrès extraordinaires avant 2025. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce congrès-là qui va
qui va choisir les éléments nécessaires pour le combat de 2025. Voilà. Mais il faut se dire aussi que ça pourrait être aussi le congrès du retrait de Simon Compaoré. Parce que, juste après l'élection de 2020, moi, je l'ai suivi à Savane FM, 100 minutes pour convaincre, où il laissait entendre que lui, il pourrait se retirer petit à petit de la vie politique pour laisser la place aux jeunes. Donc, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi une occasion d'un retrait de Simon Compaoré de la vie politique. Tout est possible. Quitte à revenir après, c'est possible. Voyez. Donc, tout peut survenir à tout moment. Maintenant, quant à dire que c'est le dernier mandat de Roch Kaboré, non, là, je suis d'accord avec Ali, parce que tous les revirements sont possibles. Dans la mesure où, même sur le plan international, il y a des gens qui se battent pour que Roch modifie la Constitution en vue de se représenter en 2025. Et sur le plan interne, il y a ce mouvement-là aussi. Et vous avez cité un certain nombre de prétendants au remplacement de Roch Kaboré. Et à la guéguerre entre ces gens-là est telle que certains pensent que ce serait mieux que Roch soit reconduit en 2025, si c'était possible. Donc, tout est possible. Il peut essayer aussi de jouer sa carte et puis se dire que même si Alpha Condé a échoué, moi, je peux réussir. D'accord. Comme Blaise Compaoré l'avait fait. Oui, vous savez, le congrès qui a débarqué, Simon Compaoré, Roch-Marc Christian Kaboré, Salif Diallo, moi, j'avais eu l'occasion de recevoir M. Simon Compaoré sur la RTB à 20h. Il me jurait la main sur le cœur que pour lui, c'était la fin de la politique qui ne ferait plus. Il était fatigué. Il estimait que le président Compaoré était l'homme de la situation, qu'il pourrait tout faire. Bon, donc, quand on a fini l'émission, je lui ai dit, grand frère, tu sais très bien que tu n'as rien fait de ta vie que de la politique. Tu ne peux pas aller t'asseoir. Mais il m'a pris entre les bras, me cajoler, me démontrer partout que lui. Mais 3 mois plus tard, j'ai dit, mais grand frère, je ne te comprends pas. Je te vois dans les marchés en train de vilipender Blaise Compaoré. Il m'a encore tapé à l'épaule pour me dire, bon, qui va m'expliquer plus tard. Donc, c'est pour dire, pour répondre à Maître de Tambela, bon, celui qui croit un homme politique à ses propos. Bon. D'accord. Alors, on remarque que pour ce congrès, il est annoncé, par exemple, des décisions concernant des demandes de fusion au MPP. Agir ensemble de Adama Kanazoué, UPR de Abel Toussaint, le CPR-MP, donc du défunt Natama qui vont donc fusionner avec le MPP. Inoussa? Ce n'est pas surprenant non plus. Mais qu'est-ce que ces partis-là valent sur le terrain véritablement? Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement, sinon que de se confondre à un groupe qui lui-même déjà est en train de se chercher, comme on le dit. Moi, je ne vois pas véritablement leur plus-value, sinon que pour le MPP de s'enorgueillir et de dire qu'ils reçoivent beaucoup de partis, qu'ils reçoivent beaucoup de sigles qui viennent se fondre à eux. Sinon, que ce soit le dernier qui vient de rentrer, le parti de feu Natama, qui est un parti sankariste, d'autres partis l'ont dévancé. Mais quand j'analyse les déclarations, les propos de ces partis-là il y a juste quelques mois, et que je les vois aujourd'hui en train d'adouber le MPP à la veille de leur congrès, moi, ça me pose problème. Ça me pose véritablement problème, mais il appartient à ces personnes-là, comme je l'avais dit pour le cas de Tiao, on vient en politique et on repart comme on veut. Ce sont des décisions personnelles et les responsables de ces partis-là et les leaders de ces partis-là savent pourquoi et ils ont rejoint le MPP. Est-ce que c'est parce qu'ils estiment que le MPP est le meilleur parti aujourd'hui et que sa gestion du pouvoir est la meilleure ou qu'il n'y a pas d'autres alternatives? C'est à eux de répondre. Mais nous, on constate et on souhaite effectivement qu'ils apportent quelque chose de plus à ce parti, parce que, quoi qu'on dise, c'est ce parti-là qui dirige le Burkina, et son échec, dans une moindre mesure, est terni et se retrouve aussi toucher l'image du Burkina. De ce point de vue, je pense que si le MPP se porte mieux, le Burkina pourrait se porter aussi mieux. D'accord. Donc, c'est bien. Merci. Alors, une question pour terminer. Une question pour terminer. Oui, il y a des fusions et tout. Il y a des fusions de partis politiques. Il y a des fusions d'individus également. Fusion-absorption. Finalement, on voit que la machine est en train de se remettre en place au début d'un mandat. C'est que déjà, c'est trop tôt pour préparer peut-être 2025. Alors, Maître disait que Simon Compaoré pourrait donc
quitter la scène. Lui-même, il a dit plusieurs fois qu'il est fatigué. Évariste Konsebo disait que c'est peut-être pas évident, parce que légitimement... Alors moi, je vous pose la question de savoir si M. Simon Compaoré devait aujourd'hui aller à la retraite politique, comment est-ce que le MPP pourrait donc envisager l'avenir? Évariste Konsebo. Je n'envisage pas que M. Simon Compaoré puisse aller à la retraite politique, ça je vous le dis, droit dans les yeux, parce que, comme Ali l'a dit, il n'a fait que de la politique toute sa vie. Et je pense qu'il est toujours bien portant. Hein. Bon, je ne suis pas un médecin, mais bon, je ne vois pas vraiment... Objectivement, je ne vois vraiment pas les éléments qui pourraient m'amener à penser qu'il quitterait. Je pense qu'il va se maintenir et je pense qu'il sera candidat en 2025. Ouais, non, il faut comprendre une chose. Hein. On va aller très vite parce non, que... non, parce que j'avais demandé la parole. Oui, mais on va aller très vite. Ce sujet est épuisé. On a deux autres sujets pour vous dire que sur la scène internationale. Le retrait de Simon Compaoré ne veut pas dire, comment je vais dire, la retraite politique. Ça pourrait être une stratégie à la Deng Xiaoping. Vous savez que l'homme puissant de la Chine, c'était Deng Xiaoping, mais qui n'occupait aucun poste officiel. Il était secrétaire d'État. Hein. Ouais. Voilà, c'est-à-dire le dernier des ministres. Mais quand on partait en Chine, chacun savait que si tu n'avais pas encore rencontré Deng Xiaoping, tu n'avais rien rencontré. Voilà, donc ça peut être une forme de retrait stratégique. Voilà, il n'a pas de poste officiel. Le marionnettiste. Voilà, où il a un petit poste, mais à partir de là, il pilote tout. Donc tout dépend de la stratégie politique de chacun. Maintenant, concernant les demandes de fusion des autres partis, ce n'est pas nécessairement que ces petits partis-là vont apporter quelque chose au MPP. Mais vous savez, c'est Arba Diallo qui avait théorisé à propos de l'absorption des individus des partis. Il avait dit que mieux valait les avoir dedans, crachant dehors, que dehors, crachant dedans. D'accord. Donc, pour les MPP, c'était un atout. Parce que il faut avoir les cracheurs à l'intérieur. Voilà. Est-ce que ces personnes sont aussi des... Est-ce que ce sont des cracheurs vraiment? Mais vous savez, toute personne a une capacité de nuisance. Si vous prenez Toussaint Abel, par exemple, dans sa zone... C'est un cracheur. Ouais. Toute personne a une capacité de nuisance que vous pouvez ne pas soupçonner. Ali, pour terminer. Non, c'est ce que Maître Tambel a dit. Ils veulent, c'est aussi bien pour l'image, hein, de dire que vous voyez tous les partis qui nous ont combattus au début, on reconnaît que nous sommes les meilleurs, ils sont en train de revenir. Et puis, comme on a dit, il faut regarder les personnes aussi. Hein. Il y a aussi les partis politiques, on frappe aussi les dirigeants des partis politiques à la poche. Donc le monsieur, ils sont gagnés à l'usure. Ils sont à l'usure. Bon, donc du coup, je vais aller au MPP, au moins je suis à l'abri de quelques coups fâcheux inutiles. Quoi. Juste pour un peu rebondir ce que Maître, l'allégorie qu'il a dit sur Deng Xiaoping, parce qu'en fait, le contexte au Burkina ici, il faut avoir un instrument de pouvoir pour pouvoir agir. Pour exister. Oui, alors pour exister, pour survivre. Donc moi, j'aurais bien voulu voir comment est-ce qu'il va appliquer le scénario à la technicien. Merci. On termine le plan national avec ce sujet sur l'an-6 du coup d'État manqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 6 ans après le coup d'État, sinon que le procès il n'est pas encore terminé, il y a le procès en appel qui attend toujours. Quand est-ce qu'il va arriver? Parce qu'il y a aussi en temps le procès, le dossier Thomas Sankara, jugé par le même tribunal militaire. Alors donc, Maître. Non, moi je ne voyais pas ça sous cet angle. Hein. Moi je voyais ça sous l'angle de l'inédit. Ouais. Parce que l'échec du coup d'État là, je n'ai jamais vu un tel exemple en Afrique. Hein. Mais ça, Maître, on en a fini avec ça. Aujourd'hui, on est concrètement sur quoi? Ce qui cloche aujourd'hui, quand on s'y rappelle, il y a l'aspect politique, etc. Mais il y a aussi qu'il y a un procès qui est là. Il y a des personnes qui sont accusées, qui ont fait appel, qui attendent un procès. Oui, bon, ça, moi... Il y a des victimes qui attendent aussi. On a des réparations. Non, je pense que les réparations, il y en a déjà eu, même si ce n'est pas complet. Il y a eu un début de réparation. Bon, ça, je le sais parce qu'à un moment donné, j'ai été dans les structures. Donc, il y a des gens qui ont déjà reçu, soit des sommes d'argent, soit des vivres, etc. Même si ça ne clôt pas, même si ça ne met pas fin, n'est-ce pas, au système de processus de réparation. Mais maintenant, concernant les procès, ça, mais il faut être dans les arcanes du système pour le savoir. Hein. Et est-ce que ceux qui sont au pouvoir veulent que le procès ait lieu rapidement? Est-ce que ceux qui sont impliqués veulent que le procès ait lieu, etc. Parce que c'est une question maintenant de jeu politique. Par exemple, vous savez que l'autre est impliqué, serait impliqué, l'ancien président, premier ministre Zida.
Voilà. Et donc, juger une personnalité comme ça... Impliquée dans le coup d'État? Non, on ne parle pas de l'insurrection. Ah oui, Là, on d'accord, parle du coup d'État. ok. Oui. D'accord. Donc, vous parlez du coup d'État. Du coup d'État, Ouais. lui aussi du coup d'État. Voilà, ou de Dendéré, là. Voilà, c'est Voilà. Donc là, maintenant, il y a déjà eu le procès en première instance. Maintenant, il reste le procès en appel. Voilà. Maintenant, c'est une question de financière. Il faut de l'argent pour ça, parce que le procès a coûté beaucoup d'argent. Hein. Et ensuite, Ça a coûté combien? Je ne sais pas, mais je sais que milliards. ça coûtait Des beaucoup milliards. d'argent. Ah, mais je ne sais pas que ça va atteindre des milliards, mais je sais que ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, il faut d'abord ramasser l'argent nécessaire. Par exemple, en tant qu'avocat, même quand on fait les sessions criminelles, là, de la chambre criminelle, ça déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Alors que ça ne nécessite pas autant de dépenses que le procès. Il a fallu mobiliser la chambre de conférence, la salle de conférence, pendant plus d'une année. Alors, mais si l'État n'a pas, Donc, maintenant- l'État n'a pas les moyens, par exemple, pour organiser un procès, la loi dit quoi? Tout citoyen Non. libre d'avoir un procès Équitable. Donc, Et attends quand aussi. l'État n'a pas les moyens et Mais- dans les délais, quand l'État n'a pas les moyens, comment Il attend d'avoir les moyens. Alors, ce moment, plutôt que d'organiser... Mais écoutez, M. Loukman, on a mis combien de temps pour organiser le procès de Hissène Habré? Hein? Voilà. Mais il n'était pas en prison. On a mis combien de temps pour organiser le procès de Barbeau? Hein? Mais c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Oui, mais en C'est-à-dire attendant, que- il y a des personnes qui sont incarcérées. Et maintenant, le problème, Comment on c'est fait? quoi? Est-ce qu'il y a un aménagement qu'on peut faire par rapport à ça? Quand Non, il y a l'État tout- n'a pas non. les moyens pour le Il y a faire. toujours des aménagements. Il y a le juge de l'aménagement des peines. Des peines. Voilà, qui s'occupe toujours de ça. Donc, il y a toujours les aménagements possibles. Il suffit d'avoir des motifs fondés et d'adresser la requête au juge chargé de l'aménagement des peines. Et ça peut être accepté ou ne pas être accepté en fonction des motifs que vous invoquez. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais par rapport aux justiciables, moi-même, j'étais déçu. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait appel? Parce que tel que j'avais vu le jugement en première instance, je pensais que l'appel n'était pas nécessaire. Voilà. Mais eux, ils ont jugé opportun. Alors que, bon, maintenant, s'ils n'avaient pas fait appel, là, le procès, étant des hommes politiques, on pouvait trouver un arrangement politique bien avant ça. Est-ce que vous avez vu? D'accord. Mais étant maintenant, l'affaire étant en justice, étant pendant en justice, les arrangements politiques ne sont plus possibles possible, avant le procès en appel. Voilà. Donc eux-mêmes, ils ont prêté le flanc aux politiques pour qu'on les frappe. On retarde. Voilà. Donc le politique peut retarder ça autant que possible, rien que pour les nuire. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est possible. Parce que tant que ce procès en appel n'aura pas lieu et que les condamnations ne seront pas définitives, il n'y a pas d'arrangement politique possible. D'accord. Évariste Konsebo, Bon, que retenir? 6 ans après, les victimes sont toujours là. Ouais, le Pratiquement, procès a les eu victimes, lieu, comme il a dit en première accusés instance. sont toujours là. Les accusés sont en prison, ceux qui ont été condamnés. Franchement, ce qui me gêne un peu, c'est que ce procès a été quelque part aussi celui de notre armée. Et ça a quand même porté un coup dur, si on peut ainsi le dire. Et surtout à un moment où on a plus besoin de l'unité de l'armée et de tout. Bon, maintenant, c'est vrai que cette question d'appel, ça fait traîner beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être accélérer donc que le procès en appel puisse avoir lieu et que peut-être les politiques se retrouvent pour peut-être trouver des solutions en ayant en tête l'intérêt supérieur du pays. C'est ça qui compte parce que quand même, on peut dire quand même que il y a eu comme ça déteint un peu sur la bonne gouvernance en fait de notre pays. Et si c'est une question d'argent, je pense que je pense pas beaucoup que ce soit une question d'argent parce que bon, on peut trouver l'argent pour faire le procès, mais peut-être qu'il y a d'autres implications, peut-être politiques que nous ne voyons pas, ou peut-être que c'est peut-être ça, d'autres considérations. Sinon, je ne pense pas que, parce que le budget de l'État est voté, il est mis en place, il est exécuté. Donc, on peut très bien trouver les moyens pour ça. Mais maintenant, il y a d'autres procès qui sont annoncés. Et celui de Thomas Sankara, il y a celui aussi du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Bon, tout ça, ça fait beaucoup. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, quoi, finalement. Ali? Bon, je crois que je vais apporter un peu d'eau au moulin de Faustin. Ça dit que, bon, ce procès sur le coup d'État qui devrait avoir lieu, il y a eu un coup d'État, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas avoir un procès, parce que le coup d'État ayant échoué, même quand le coup d'État réussit, ceux qui ont gagné jugent les vaincus, donc ce procès devrait avoir lieu. Malheureusement, ce que moi j'ai regretté dans ce procès, je pense qu'il n'a pas été très bien encadré, de telle sorte que ça jouait un peu sur la cohésion de notre armée, la cohésion des gens. C'était un peu du désordre
la panique, et puis ça a un peu effrité l'image de notre armée, de notre pays. Bon, c'est ce qu'on peut dire de ce procès. Maintenant, l'appel que les gens font, peut-être ils ne sont pas contents des décisions prises et ils font appel. Bon, Maître de Tambela a dit qu'ils ont aggravé leur situation, mais je pense toujours que l'homme politique peut toujours essayer de voir dans quelle mesure on peut convoquer un procès en appel pour juger cette affaire rapidement, quand on sait que de part et d'autre, il y a des gens comme Zida, qui était victime de ce coup d'État, qui fait des appels pour dire, bon, il y a certaines personnes qui sont en prison, qui auraient pu aider ce pays dans des situations assez difficiles. Je crois que les grandes nations aussi, c'est leur capacité à faire face à certaines situations difficiles. Vous êtes, ça, Maître Tambela pourra donner beaucoup plus d'explications. Même au procès de Nuremberg, ce n'est pas tous les nazis qui ont été jugés. Voilà, il y a certains qu'on a préservés parce que pour une raison ou une autre. Voilà, on sait aussi que pour le débarquement en Sicile, on a dû négocier avec Al Capone pour lui permettre de faire le trafic de whisky sous la prohibition à Washington, pour permettre aux gens de débarquer. Bon, M. Tambela tape sur la table, mais il pourra donner les explications nécessaires. C'est pour vous dire qu'avec la politique, on peut toujours trouver un moyen pour résoudre les problèmes. Mais on n'a pas dit de passer, parce que quand on parle de ça, il y a d'autres qui emploient rapidement le mot impunité. Non, ce n'est pas de l'impunité, mais c'est une façon de trouver, gagner une solution avec le moindre mal, le moins de casse possible pour que la nation puisse continuer. L'intérêt supérieur. D'accord, merci. Allez, et Younoussa, terminez sur cette... Non, moi je n'ai pas la même vision. Pour moi, c'était un bon procès qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Le juge Seydou Ouedraogo et son équipe ont conduit les débats avec beaucoup de perspicacité et beaucoup l'ont reconnu. Pour moi, le Burkina a donné encore un exemple. Après les TPR, on a encore montré qu'on pouvait, au plan juridique, juger nos hommes politiques, juger un certain nombre de personnalités, aller jusqu'à faire un procès d'un coup d'État et de ses acteurs. Pour moi, c'est une bonne chose et il faut tirer les leçons et avancer. L'autre aspect qui est déplorable dans cette situation, c'est que tout le monde n'est pas encore jugé. Quand je prends le cas, par exemple, du ministre Paré, qui était le ministre de la Sécurité à l'époque, il n'a pas été jugé parce qu'on estime que c'est la haute cour de justice, en tant que ministre, tout ministre qu'il était, c'est la haute cour de justice qui devait juger. Malheureusement, la haute cour a du mal à se mettre en branle et juger cette affaire-là. Et je crois que de là où il est, M. Paré doit souffrir d'attendre et de ne pas pouvoir se mouvoir parce qu'il y a ce procès-là qui plane sur sa tête. Donc c'est toujours bien que ce procès ait lieu. Il y a les parents des victimes qui attendent toujours. Ils devaient être dédommagés à hauteur de près de 1 milliard et malheureusement jusque-là certains estiment que c'est ceux qui sont condamnés qui devaient payer les dommages, d'autres estiment que c'est l'État. Il y a toujours ce débat-là et malheureusement les victimes de ce putsch-là attendent toujours et c'est déplorable. Mais dans tous les cas, je pense que c'est le Burkina qui est sorti victorieux. Merci. Alors, Maître demande certainement la parole pour le non, mais on aura les intervenants. Dire, hein. Les intervenants vont nous ramener sur le sujet. Non, on va très rapidement sur nos deux derniers sujets, parce que c'est un peu long. Les questions qui vont nous peut-être poser ici par les téléspectateurs qui vont appeler nous permettront de retourner sur ces différents sujets-là. Je rappelle tout de suite que ceux qui veulent participer depuis chez eux peuvent déjà appeler et puis s'inscrire sur notre liste pour pouvoir donner leur point de vue dans la deuxième partie de cette émission. On va continuer pour parler de la Guinée et du Mali. En Guinée, c'est le coup d'État. La CEDEAO, une mission de haut niveau conduite par le président en exercice, donc la CEDEAO, le président ghanéen, et accompagné du président Ouattara, sont allés donc en Guinée rencontrer la junte. Mais grosso modo, quand on suit un peu les choses, la junte ne semble pas bouger d'un iota de sa position, qui est de maintenir Alpha Condé donc, en prison et disent-ils qu'il est en lieu sûr et à Conakry. Donc, ils ne sont pas d'accord avec la CEDEAO. En tout cas, c'est une fin de non-recevoir à la CEDEAO qui voudrait qu'il libère Alpha Condé pour qu'il puisse aller en exil. Bon, je pense que l'attitude
la démarche de la CEDEAO, c'est une démarche qui s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Il y a eu une interruption démocratique, on pourrait mettre ça entre griffes, mais une interruption démocratique quand même d'un processus, et que la CEDEAO, depuis un certain temps, ne pardonne plus les coups d'État. Donc c'était tout à fait normal que les chefs d'État se rendent là-bas. Mais quand ils arrivent, c'est déjà sur un terrain déjà fait. Le président Alpha Condé a perdu le pouvoir, il n'y a plus de discussion à faire. Et c'est Mahamadou Doumbouya qui est le président. Apparemment, les Guinéens applaudissent ce qui a été fait. Donc je pense que ce qu'il aurait fallu faire pour moi, pour les chefs d'État qui sont allés là-bas, c'était de travailler dans le sens de ramener rapidement la Guinée sur le sentier de la démocratie pour qu'en fait on mette fin à ce truc. Mais sur ce sujet aussi, la junte a laissé entendre à la CEDEAO que les 6 mois que la CEDEAO demandait pour les élections n'étaient pas... Oui, mais justement... il fallait laisser le peuple guinéen... Oui, justement, la CEDEAO aussi a quand même essayé de prendre les gens à la gorge, parce qu'ils se disent, bon, si on les laisse, ils vont s'installer un peu, donc on va aller vite. Le problème, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller lentement, sûrement, et que la Guinée sorte définitivement de cette situation. Mais ils sont partis avec un peu plus de brutalité, à mon avis, alors que, objectivement, la réalité du pouvoir n'était plus dans les mains de Alpha Condé, mais était plutôt dans les mains de la junte. Il fallait trouver un mécanisme aigre-doux pour amener la junte à honorer ces trucs dans un délai acceptable, parce qu'il ne faut pas leur donner un délai très long, parce qu'ils vont s'installer, ça va amener d'autres choses. Mais 6 mois aussi pour organiser des élections présidentielles, législatives et tout ça en Guinée, je pense qu'on va aller à pas de course, et puis ça va amener encore d'autres choses. Je pense qu'ils ont été un peu trop pressés, il fallait prendre un peu plus de temps pour que les Guinéens puissent se ressaisir, parce qu'il y avait beaucoup de prisonniers dans les geôles, il y avait beaucoup de Guinéens en exil. Tous ces gens, il faut qu'ils reviennent au pays, il faut beaucoup de choses. Je pense que sur ce côté, les chefs d'État qui sont allés à Conakry, ils sont allés un peu difficilement, et ça va durcir les positions, et ça va être un peu compliqué. Et Inoussa, la CEDEAO qui a du mal à faire passer ses principes auprès de la junte. Au Mali, on l'a constaté, mais en Guinée, c'est encore plus dur, c'est frontal. Et que finalement, est-ce que la CEDEAO ne joue pas entièrement sa crédibilité ici? Parce qu'on a vu le peuple guinéen, en tout cas, massé au long du trajet de la délégation, et c'était des colibés, des huées. Des colibés, des huées. Oui, mais il y a longtemps que la CEDEAO est décriée. On parlait du putsch tout à l'heure. Souvenez-vous quand Macky Sall et Yahi Boni sont venus en 2015 ici, ça a été pratiquement la même chose, mais à des différences près. Il y a longtemps que je me demande si depuis le début d'ailleurs, la CEDEAO a été une CEDEAO des peuples, parce qu'il y a toujours un hiatus. L'écart est abyssal entre ce qu'ils proposent toujours au peuple et ce que les populations elles-mêmes réclament et veulent. Moi, je pense que la situation en Guinée est telle que la CEDEAO, c'est vrai, les condamnations du principe, on comprend, mais il faut à un moment donné aussi être en phase avec les populations. Aujourd'hui, les populations guinéennes rêvent d'une renaissance démocratique, d'une véritable fondation, parce que depuis 60, c'est pratiquement la même chose. Mais ils ont eu Alpha Condé quand même, qui était un démocrate, qui n'est pas militaire, oui. qui a quand même, on va dire, quand même mis en place un processus, une infrastructure démocratique, quoi qu'on dise. L'infrastructure démocratique qui a été brisée par le coup d'État. Dans tous les cas, pour moi, la Guinée doit être refondée, doit être reconstruite sur de nouvelles bases économiques, politiques. Et de ce point de vue, la CEDEAO doit plutôt accompagner. Et pas que la CEDEAO, l'ensemble des États africains, l'ensemble des peuples africains doivent accompagner cette Guinée-là à renaître, parce que c'est quand même une grande puissance du point de vue des minéraux, du point de vue des mines, etc., qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ce sont les autres qui pillent ces richesses-là. Et je pense que c'est une occasion, c'est une opportunité pour la Guinée de renaître véritablement de ses cendres et de faire en sorte qu'on ne connaisse plus ce genre de situation où les militaires sont obligés de s'inviter toujours dans le jeu politique. On va dire qu'ici, la CEDEAO a été quand même un peu indulgente, parce qu'on n'a pas demandé le retour de Alpha Condé, mais demande qu'on le libère pour qu'il aille en exil, le village, etc., sa santé et tout. Est-ce que quand même la junte ne fait pas trop
en voulant le maintenir absolument. La CEDEAO n'avait rien à demander même. Je pense que même là, ils ont été très loin. Donc moi, je ne peux qu'encourager la junte à rester ferme dans ses positions et même à faire une transition de 5 ou 10 ans, s'il le faut, et le temps de jeter les bases d'une refondation politique de la Guinée. Mais ils peuvent libérer Alpha Condé, ils peuvent le faire. Ça, c'est à la junte, ça aussi aux Guinéens, à la junte de décider, ce n'est pas à la CEDEAO. Et je profite ici pour vous dire que parmi les pays membres de la CEDEAO, comme j'ai dit à le signaler, le pays le plus fragile, c'est le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso est entouré des pays de la CEDEAO. Donc si on décide un blocus, on n'a pas de voie de sortie. Les autres pays membres de la CEDEAO ont des voies de sortie. Le Niger par l'Algérie, le Mali par la Mauritanie, l'Algérie, etc. La Guinée a une façade maritime. Et la plupart de son commerce vient par la mer. Nous sommes dans le Togo, donc, la Côte d'Ivoire. même si vous bloquez les frontières là, ils continuent leur vie avec leur commerce international. Donc, moi, où était la CEDEAO quand Alpha Condé s'entêtait à vouloir modifier la Constitution et en provoquant des morts et des prisonniers? La CEDEAO était où? D'accord, merci. La même chose au Mali. Merci. Quand les peuples luttent, eux, ils sont où? D'accord, mais la CEDEAO, il y a quand même des textes qui existent, des grands principes. Pourquoi ils n'appliquent pas les textes? Les mêmes textes disent que il y a eu à l'application. Il y a eu un agenda sur la démocratie là, le quoi de Bamako là, oui. Qui dit qu'il faut faire prévaloir l'alternance. D'accord. Donc non pas se prolonger au pouvoir par les 3e, 4e mandats, etc. Où est la CEDEAO pour exiger l'application de ces trucs-là? En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la CEDEAO? Ce sont des chefs d'État qui sont déjà là et qui ne veulent pas que la même chose arrive chez eux. Ou alors, si la même chose arrivait chez eux, qu'ils soient bien traités. Merci, c'est tout. Merci, maître. Sinon, la CEDEAO se fiche de la vie des populations. Il faut dire que peut attendre la CEDEAO à partir du moment où elle est discréditée totalement aux yeux des populations africaines. Donc, pas grand-chose. Parce que elle n'arrive pas, elle viole elle-même les textes. Quand on prend par exemple le Tchad, où ici Idriss Déby a forcé pour faire un 3e mandat ou 5e, le CEDEAO n'a rien dit. En Guinée, tout le monde, personne, on ne les a pas hésités à fondre. Mais moi, ce qui me choque, c'est que malgré, quand même, il y a des faits quand même qui accablent la gestion de M. Condé, notamment les faits de corruption et même les faits de répression, et qu'on veut que ce monsieur-là aille à un exil doré, je trouve quand même que c'est trop fort. D'accord. On va terminer cette séquence à deux sujets là, avec le Mali. Oui. On parle de mercenaires, de Wagner, des Russes qui vont venir au Mali, etc. Donc il y a un débat autour de cette question. Le Premier ministre malien, Choguel, a fait une sortie pour essayer d'expliquer les difficultés liées à la sécurisation du Mali, liées aussi à la présence, aux problèmes, aux différentes pressions qui existent dans le cadre de la gouvernance sécuritaire du pays. Alors, Évariste Kancebo. Moi, je n'appellerais pas ça mercenaire. Moi, je pense que c'est une expertise c'est une expertise. Mais ce sont les officiels maliens qui ont dit que ce sont des mercenaires. Bon, ok, c'est le terme. On ne va pas jouer sur les termes. Mais bon, pour moi, ils ont recours à une expertise pour essayer de pour développer une autre approche par rapport à un problème qui est endémique et qui est dévastateur. Et ça, personne ne peut leur en vouloir. C'est une expertise. Mais attendez. Ils font recours à des militaires. C'est une expertise. Oui, des militaires, certes, avec une expertise. C'est ça la délibération. Mais c'est ça. Non, qu'est-ce que vous voulez? Même les grandes puissances des États-Unis ou même la France, parfois, ont recours à ces. Quand on parlait dans le temps de Bob Denard, c'est quoi Bob Denard? Parfois, même les grandes puissances ont parfois recours à ce genre d'expertise pour résoudre des problèmes. Alors, dans le cas, non, c'est vraiment dramatique parce que nous sommes dans une situation où vous avez la France, la communauté internationale, l'ONU, ils se sont tous impliqués à coups de milliards, mais la situation ne fait qu'empirer. Et pire, ça déteint sur les autres pays, comme par exemple le Burkina. Et ça tue les gens, parce qu'on nous parlons, mais c'est des vies, c'est des pertes en vie, et ça remet en cause le développement des pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre à essayer une autre approche, dans la mesure où ils ont essayé pendant longtemps des approches qui ne donnent rien du tout et qui ne font que complexifier la situation. Moi, je trouve donc ça voudrait dire qu'avec l'achat des services de mercenaires ou de combattants privés
des sociétés privées. C'est des armées Ça veut dire que privées. c'est l'armée malienne totalement, c'est le requiem de l'armée malienne qu'on fait. C'est pas le requiem, parce qu'ils viennent pour soutenir, accompagner, encadrer, former. Par exemple, je prends un exemple, ils vont venir avec leur matériel. Le Premier ministre expliquait par exemple des situations où on signale par exemple des attaques dans des zones. Quand ils demandent l'appui aérien français, on dit qu'il n'y a pas d'assistance. Et donc ça laisse le temps aux terroristes de faire tout ce qu'ils peuvent comme malheur et disparaître. Mais s'ils ont cette expertise-là, mais tout le territoire, mais en Centrafrique, en 6 mois, ils ont recouvré 80% du territoire centrafricain, alors même que les Français, et il y a encore la structure de l'ONU était là-bas pendant des années, ils n'ont rien pu faire. D'accord. Inoussa? Bon. C'est un débat qui est lancé. Certains sont pour, certains ne sont pas pour. C'est tout à fait normal. Je disais que même si le bon Dieu décide de descendre pour nous aider, il y aura des gens pour dire que ce n'est pas normal que Dieu intervienne dans nos bagarres ici-bas. Les Maliens sont souverains. Ils sont libres de chercher des remèdes à leurs problèmes. Ça fait 10 ans que ça dure. Et ça fait 10 ans que des Maliens meurent. Et ça fait 10 ans que l'État malien n'existe pratiquement plus. Ce qui est déplorable, c'est de voir des militaires qui ont décidé de prendre les armes pour prendre le pouvoir parce qu'à un moment donné, les hommes politiques n'arrivaient pas à résoudre le problème et qu'eux-mêmes finissent par appeler d'autres militaires à venir les aider pour résoudre le problème. C'est déplorable. C'est déplorable que vraiment on ait à appeler des Occidentaux, des mercenaires, pour venir combattre à notre place. Mais c'est compréhensif dans la situation actuelle du Mali d'appeler à l'aide. Quand on se noie, on peut même s'accrocher à un crocodile. Et donc, les Maliens, aujourd'hui, on les a laissés s'effondrer. Et aujourd'hui, on veut donner des leçons qu'ils n'ont pas le droit d'appeler qui que ce soit. L'ONU était là-bas, comme Conseil l'a rappelé. Toute la communauté internationale y était. Est-ce que c'est forcément... Mais la solution n'a pas été Est-ce que c'est forcément... c'est forcément une solution purement militaire ou c'est tout simplement un besoin d'espace d'influence de la Russie? Est-ce que là, on n'est pas en train de créer tout simplement... le Mali ne se met pas au service simplement du jeu stratégique de la Russie plutôt que de parler de sécurité de son pays? Vous savez... Ça, ce sont des débats qu'on a toujours posés ici. Il est évident que la guerre au Mali est à la fois géopolitique, géostratégique, avec beaucoup d'intérêts des pays occidentaux notamment. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça tout le problème. Les Maliens n'y arrivent pas. La France est invitée là-bas depuis 2012. Ça fait 10 ans. Elle n'y arrive pas. L'ONU est là-bas. L'Union européenne est là-bas. Les Américains sont là-bas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel. Est-ce que c'est parce que c'est la Russie que ça pose problème? Ou est-ce que c'est parce que c'est pas la France que ça pose problème? Moi, je me pose des questions. Il y a des militaires burkinabés. Mais le Mali aurait pu appeler le Tchad, non? Le Mali, le Tchad est là-bas depuis. Oui, mais ils auraient pu les Le appeler. Burkina est là-bas depuis. La Côte d'Ivoire a des militaires en Côte d'Ivoire. En fait, tout le monde est pratiquement au Mali. Mais ça ne résout pas le problème. Donc, permettez aux Maliens de tenter des situations. Il y a pire qu'échouer, c'est de ne pas essayer. Merci. Donc, n'en voulez pas aux Maliens d'avoir essayé. Merci, Inoussa. Alors, maître, alors, on retrouve le Mali qui est devenu une terre de tout le monde. Toutes les armées du monde, de toutes les puissances occidentales vont se retrouver. Finalement, est-ce qu'on résout un problème ou on aggrave un problème? Non, d'abord une précision. Parce que je récuse le terme mercenaire. C'est ce qui est écrit par les officiels. Non, même si c'est ce qui est écrit. Nous, on utilise ce que les officiels disent. Hein, c'est pas... Parce qu'en 1989, il y a eu une convention des Nations Unies contre le recrutement, la formation et l'emploi des mercenaires qui a été adoptée sur proposition du Nigeria et adoptée à l'unanimité sans vote. Donc tous les États sont d'accord. Donc si c'est des mercenaires, le gouvernement malien ne peut pas avoir recours à des mercenaires alors qu'il est adhérent aux choses là. La société Wagner est une société privée. C'est pas parce que c'est privé que c'est des mercenaires. Non, je suis en train de donner ce que c'est. En fait, c'est une société privée d'offre des services de sécurité que des pays, etc. Vous avez cité le cas de la Centrafrique, etc. Si c'était des mercenaires, tous les pays signataires seraient en droit de demander le jugement de ces
mais de ceux qui sont intervenus en Centrafrique. Des armées privées. Voilà. Et d'empêcher que cela se Merci, poursuive. on va y aller pour la réponse à la question qui a été posée. Est-ce que le problème s'aggrave au Mali ou est-ce que le Mali, en faisant ce choix d'appeler donc de combattants... Je réponds ou je ne réponds pas? Très rapidement. Oui, le Mali est un État souverain. Il peut utiliser des moyens qu'il veut, mais dans la légalité, D'accord. pas dans l'illégalité. Or, recourir au mercenariat, c'est entrer dans l'illégalité. C'est pour ça que je dis que ceux que vous qualifiez de mercenaires, là, c'est pas sûr que ce soit des mercenaires. Parce que si c'était des mercenaires, Non, mais on va retenir le fait que, en dehors de la question du terme, on va retenir le fait que le Mali va faire venir des combattants extérieurs qu'il va payer pour sa sécurité. Donc j'interviens sur ce point. Très rapidement, vous avez une seconde parce qu'on est déjà... C'est pour dire que c'est quand même un risque. Parce que la même situation s'est posée aux Comores, où je crois que c'est Abdallah, non, qui avait fait appel à Bob Denard pour venir le maintenir au pouvoir et chasser son opposant. Donc le même Bob Denard a chassé Abdallah après pour mettre son opposant et après il a fini par les zigouiller tous. Donc c'est pour dire que ces gens-là sont incontrôlables. Donc c'est à leur risque et péril. C'est vrai que c'est bon d'essayer du nouveau, mais avec aussi tous les risques possibles. Ali. Ouais, je crois que M. Tambela a dit quelque chose. Le Mali est un État souverain et cet État souverain a le droit de se défendre et de faire appel à qui il veut pour se défendre. Mais doit respecter les règles, les règles, parce que le Mali a certainement signé des conventions. Mais jusque-là, on n'accuse pas le Mali d'avoir violé des règles. Donc, si la question est une question de principe. Donc si on n'accuse pas le Mali d'avoir... de n'avoir pas respecté des règles, le problème est résolu. Maintenant, l'autre aspect que M. Tambela a posé, c'est le même aspect que moi aussi je pose, c'est cette société de militaires qui vient aider le Mali. Et quelle est sa composition? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle ne peut pas se retourner contre le Mali? Elle ne peut pas aller aider les terroristes contre l'État central et tout. Est-ce que le Mali a des mécanismes de contrôle de ces personnes-là? Et tout ça, et puis il ne faut pas oublier que, est-ce que, s'ils interviennent au Mali, quelles sont les conséquences de leurs interventions au Mali sur le Burkina Faso, sur le Niger, sur la Côte d'Ivoire? Donc tous ces éléments-là doivent être, j'allais dire, analysés avant de pouvoir... Sinon, on aurait... Mais le Mali étant souverain, oui, mais le Mali étant souverain, mais le Mali vit dans un espace et le Mali doit tenir compte aussi de son voisinage. Donc il faudra quand même que le Mali dise un mot au Burkina Faso, au Niger. Nous allons utiliser un certain nombre de gens et voilà comment. Il faut que nous ayons nos hommes là-bas aussi pour regarder ce qu'ils font. D'accord. On va prendre un autre téléspectateur qui a attendu beaucoup au bout du fil. Monsieur Ouedraogo Adama. Oui. Alors vous appelez Bonjour, monsieur Lukman. Merci, bonjour. Vous appelez de Ouagadougou et vous choisissez d'intervenir sur la démission de Luc Adolphe Thiaw. Effectivement, oui. D'accord, allez-y. Mais comme je n'avais pas tout la liste de vos sujets, je voulais aussi intervenir sur le Mali là. Vous allez intervenir sur un seul sujet. Ok, pas de quoi. Vous pouvez opter d'intervenir sur le Mali uniquement ou alors vous pouvez garder le premier sujet. D'accord, bon, je vais prendre le premier sujet. D'accord. Juste pour dire qu'au niveau du CDP, il y a un profond problème que moi j'appelle un problème mystique. Un problème? Un problème mystique. Oh. Parce que tant que le CDP va rester la propriété de M. Blaise Compaoré, ce parti-là va avoir des problèmes. C'est vrai. Et comment vous expliquez ça? Le problème mystique, comment ça va être long, mais permettez que je dise simplement, le CDP gagnerait mieux se renaître avec un autre nom et avec un autre signe. Parce qu'avec la propriété de Blaise Compaoré, l'homme de Blaise Compaoré pèse très lourd négativement sur le parti. Et ça, je le dis comme ça, ceux-là qui connaissent lire entre les lignes, comprenant que ce que je dis là, c'est une réalité. D'accord. L'homme de Blaise pèse négativement sur le parti. D'accord, donc on vous concède vos propos et... Pourquoi j'ai voulu être très court comme ça. D'accord. Pour parler un peu du Mali là. Non, désolé, on ne pourra pas vous permettre de parler parce qu'on est vraiment
presque au thème de cette émission. Merci pour votre intervention. Non, mais... C'est sur le Mali. Ok, on peut. Un des points importants, c'est qu'effectivement, si ce contrat arrive vraiment à être opérationnel, il y aura forcément des conséquences pour le Burkina et que nous espérons que les autorités burkinabées vont anticiper. Parce que si on traque les terroristes au Mali, ils vont se replier naturellement au Burkina. Donc il faut d'ores et déjà certainement réfléchir. D'accord. Oui, tout comme ils sont venus au Mali parce qu'on les a traqués en Libye. Voilà. Donc c'était pour dire que la souveraineté ne donne pas le droit de tout faire. Vous savez qu'actuellement, ce qui se passe entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, c'est à propos du barrage que les Éthiopiens veulent créer. Et les Éthiopiens disent qu'ils sont souverains. Or, le droit international ne le permet pas. À partir du moment où un cours d'eau traverse plusieurs pays, tu ne peux pas utiliser ce cours d'eau. Mais ça, c'est précisément pour l'eau. L'eau a un encadrement international, dans les relations internationales. Toi, dans ta souveraineté, toi, dans ta souveraineté, si tu prends une décision qui peut impacter un autre État souverain, tu es limité. Tu es obligé. Même en droit privé, on le dit. C'est-à-dire, la propriété est bien. Tant que ça ne nuit pas, tu peux utiliser des choses dont tu es propriétaire, à condition de ne pas nuire à d'autres. Sauf intelligence diplomatique ou bienséance diplomatique, le Mali peut prendre sa décision de faire venir cette armée privée, mais s'il y a des conséquences, le Burkina aussi, certainement fera face. C'est pas au Mali que je crois. Les autorités maliennes étaient au Burkina, le ministre de la Défense malien il y a quelques jours était là. On va prendre notre deuxième téléspectateur. On espère bien que la question a été posée. Monsieur Issaka Balboné. Monsieur Issaka. Oui, bonjour, monsieur Sawargo. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Allez-y, vous voulez intervenir sur la situation en Guinée et l'affaire Wagner. Ok, d'accord. Oui, voilà. Maître aura l'occasion d'arriver. La Guinée. D'accord. Voilà, moi je me lève de manière d'appropriation pour qu'on puisse essayer de prendre notre courage sur suspendre les deux institutions africaines. Lesquelles? La CEDEAO et l'Union africaine. D'accord. Depuis leur création, ils n'ont rien foutu pour nous, la population. Sincèrement, on ne voit pas l'importance en Afrique. Et quand Alpha Condé a voulu changer, a modifié la constitution, il y a eu des morts en Guinée. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit à son temps? Est-ce qu'ils ont réagi? Aujourd'hui, les militaires prennent le pouvoir et voulaient pour condamner les militaires parce que les coups d'État sont interdits. C'est vrai. Et on voit qu'Alpha Condé faisait son coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? La CEDEAO n'est même pas un exemple pour nous d'abord. Moi, je demande sincèrement, ils n'ont pas fait pardon, les deux institutions africaines, la CEDEAO et l'Union africaine, on les suspend. Sincèrement, ils n'ont pas de place en Afrique. Ils n'ont pas de place en Afrique. Ils n'ont qu'à laisser les jeunes militaires de gérer le problème guinéen à les Guinéens. Voilà. Ils ne sont pas là-bas. Le président n'est pas le président de la CEDEAO, il est le président de la Guinée actuellement, de la transition. Même si la transition a fait pour 5 ans, pour une bonne transition, il n'y a pas de problème. D'accord. Nous, on veut qu'on mette toutes les choses en règle. Ok, allez-y pour le Mali rapidement. Voilà, pour le Mali aussi, je vais intervenir, j'encourage beaucoup et je félicite beaucoup Assimi Goïta pour ce qu'il est en train de faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils ont collaboré à plus de 60 ans avec la France. On voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'avantage. La Balkane est venue au niveau du Grand Sahara en 2012. On n'a pas dit que c'était important. Jusqu'aujourd'hui, près de la moitié du Mali a été pris. Si aujourd'hui, le Mali tout intérêt de signer avec d'autres personnes pour être en paix, moi je vois rien dans ça. C'est la meilleure solution. Je prends un exemple. Si moi aujourd'hui à l'école, nous tous on a eu à faire ça. Souvent à l'école, on dit pas à l'école, tu es traumatisé par quelqu'un. Un de tes proches à l'école. Maintenant, tu n'as pas sa force. Tu fais appel à quelqu'un. Peut-être tu peux prendre ton PM, donner à quelqu'un pour que tu couvres. Quand la personne te voit, il voit qu'il est suivi de quelqu'un. Monsieur Balboné, voilà. Oui. Vous n'ignorez pas qu'en 2012, nous était le blocus de la France, les groupes allaient à Bamako. Moi, je vous dis, en 2012, je peux vous dire en 2012, jusqu'à aujourd'hui, la France, dites-moi quand en 2012, qu'est-ce qu'ils ont fait? De 2012 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? La moitié du Mali a été pris, la moitié du Burkina a été pris, la moitié du Niger a été pris. Avec la force Barkhane est installée depuis Mais M. Balboné, est-ce qu'il appartient à la France de venir nous défendre? Il n'appartient pas à la France. Voilà pourquoi ils sont venus, mais que nous, on voit qu'il n'a pas d'intérêt avec eux. Nous, on peut pas échanger avec quelqu'un d'autre. Moi, je demande à toi, la lutte que le Mali est en train de faire, ce n'est pas la lutte malienne, c'est la lutte africaine. Ok, merci. Tous les jeunes africains doivent se lever pour lutter contre le Mali, pour aider le Mali à faire cette lutte. Merci, voilà, pour merci. ces gens. Merci, M. Balboné.
Merci. Non, là, c'est vrai, il a cité Serval, mais le problème, c'est que la France a occasionné de faire une partition du Mali avec la situation à Kidal. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et les gens, puisque officiellement, le gouvernement malien n'a pas accès à Kidal. Alors, mais la France, ce n'est pas la première fois. En Côte d'Ivoire également. La France s'était interposée pour ne pas que la rébellion arrive à Abidjan. Maintenant, oui. Non, moi, c'était pour intervenir par rapport à la CEDEAO, parce qu'en d'autres instances, j'ai proposé, n'est-ce pas, qu'on revoie la charte de la CEDEAO et lui retirer tout rôle politique. C'est-à-dire que la CEDEAO resterait maintenant une structure administrative et économique. Voilà, ça va gérer les papiers administratifs, passeport, CEDEAO, etc., tout. Mais elle n'aura plus à intervenir sur le plan politique. Parce que jusque-là, on ne voit pas son utilité. Et vous savez que j'ai déjà dit ici plusieurs fois que personne ne peut me donner une seule décision de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'UEMOA allant à l'encontre de la France ou de l'Union européenne. Parce qu'ils reçoivent leur sous de là-bas. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer. Maintenant, quant à dire que le CDP est un parti mystique, là, je pense que c'est Ali Compaoré qui peut nous exposer cela. Voilà. Donc, parce que lui, il connaît bien le système. Donc, depuis l'origine. D'accord. On va prendre le troisième téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou sur l'an 6 du coup d'État manqué. Oui. Bonjour, M. Lukman. Bonjour à l'ensemble des invités sur le plateau. Bonjour, M. Ouedraogo. Oui, par rapport à l'an 6, moi, la question que je me pose, quel est véritablement le point de blocage pour que le procès puisse entièrement terminer? On ne dit pas exactement ce qui se passe. Bon, je ne sais pas s'il faut lancer... il faut... Bon, je ne sais pas si c'est le procureur, le procureur de la justice militaire ou c'est qui, je ne sais pas. En tout cas, qu'on nous dise quelque chose, parce que ça reste un goût d'inachevé. Moi, il faut... Bon, ils ont très bien commencé, hein, pratiquement très bien fini, mais il faut vraiment parfaire en procédant au jugement, hein, pour ceux qui ont fait appel. Maintenant, je voulais relever un point que M. Ali Compaoré a évoqué. Non, je ne crois pas que M. Zida a parlé de la libération il a cité la libération de Gengere. C'est plutôt, il a parlé de cet archer, les services, hein, de M. Barry. Voilà. Mais M. Barry, vous devez savoir que M. Barry est poursuivi également. Mais il est entre les, voilà, donc il n'est pas aussi libre que vous pouvez le penser. Mais lui, il n'est pas en prison. Lui, il n'est pas en prison. Alors que pour M. Gengere, lui, il est en prison. Et là aussi, moi, j'ai mon point de vue par rapport à la question de contribuer à la lutte contre le terrorisme, même étant en prison. Si on a la volonté, si on est vraiment patriote, on a la volonté de le faire, on peut le faire, hein, sans attendre que, d'autres personnes interviennent, intercèdent pour que, oui, on puisse donner son... Monsieur Ouedraogo, quand on n'est pas en activité, on ne peut rien faire. Quand on n'est pas en activité et qu'on est en prison, on ne peut rien faire. Oui. Vous avez des militaires, vous avez Gengere qui est certainement un chef militaire, un stratège, mais vous avez des militaires qui sont des opérationnels. S'ils sont en prison, ils ne peuvent rien faire, quand bien même ils voudraient. Non, je ne crois pas que ce soit ainsi. Monsieur Lukman, je dirais que M. Gengere a des frères et sœurs, et qui sont aussi victimes de ce terrorisme-là. Le terrorisme frappe partout. Alors, vous ne direz pas que oui, parce que moi je suis en prison, je n'aurai pas un proche qui sera victime. Non. Quand vous donnez votre solution, la solution bénéficie à tout le Burkina. Je crois que sur ça, c'est indiscutable. Lorsque vous demandez à M. Gengere, il dira que le Burkina Faso, ou tous les habitants du Burkina Faso sont ses frères. Voilà, je mets ça en griffe. Mais bon, je pense qu'à ce niveau, il comprendra que la logique est ainsi. Non. Merci, M. Ouedraogo. Juste pour dire que ce que nous disons, ce qui est dit ici, il ne faut pas qu'on fasse passer le message que M. Gengere est consulté et qui ne donne pas peut-être son expertise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que le débat qui est mené ici est tout autre. Je voulais juste un petit mot, parce que dans ce que dit monsieur, je comprends très bien, mais un petit paradoxe dans ce qu'il dit.
il veut bien que monsieur Djendjere intervienne en tant que Burkinabé, ce qui est normal, même s'il est en prison, mais il ne conçoit pas que M. Djendjere soit libre pour apporter. Donc, il faut savoir choisir. Si M. Djendjere est en prison, on peut le laisser en prison tranquillement. Mais si on a besoin de son expertise, on le fait sortir. Merci. Voilà, on ne peut pas le vouloir dans cette... Merci à vous qui avez appelé, merci à M. Ouedraogo Seydou, M. Issaka Balboné, M. Adama Ouedraogo. Merci d'avoir appelé. Merci à mes invités sur ce plateau. J'étais donc en compagnie de Mamadou Ali Compaoré, journaliste, enseignant à l'ISTIC. Merci d'être passé. Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré, merci bien. Et aussi pour l'activité du centre Valère Sommet qui a cours en ce moment. Okay. Merci. Et puis, juste à la gauche de Inoussa, maître Kelem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau et président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média et président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre niveau de Presse Éco, si Dieu le veut.